Et j'espère que vous êtes bien installés, que le son est bon, parce que j'espère qu'on va passer une soirée passionnante. Une soirée passionnante à cause du sujet qu'on va évoquer, puisqu'il est question de nos origines. D'où venons-nous? Et donc, on va examiner deux hypothèses. Soit on vient du hasard, soit on vient d'un créateur, de Dieu, pour ne pas le nommer. Et on va avoir un angle particulier qui sera ce que disent vraiment les scientifiques sur ce sujet. Parce que, ça ne vous aura pas échappé, que si on avait eu cette rencontre il y a 500 ans, on serait tous à peu près tombés d'accord sur Dieu nous a créés il y a 6000 ans, en 6 jours, et ça n'aurait pas donné lieu à beaucoup de débats. Mais, depuis 500 ans, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Il y a eu ce qu'on peut appeler une révolution scientifique, le siècle des Lumières, la séparation de l'Église et de l'État, des progrès scientifiques énormes, un enseignement laïque, une société séculière. Et finalement, une idée s'est répandue, a grandi, que nous n'aurions plus besoin de Dieu pour comprendre le monde et son origine. Et j'en veux pour preuve ce sondage dit Ipsos de 2011, qui a demandé à des citoyens de beaucoup de pays dans le monde, finalement, à votre avis, on vient d'une création ou on vient d'une évolution? Et vous avez ici un tableau, il y a 25 pays qui sont listés, et si vous pouvez lire les petits caractères, la France, nous sommes avant-dernier dans le pourcentage de créationnistes. D'après ce sondage, il y aurait 9% de créationnistes en France, et tout le reste n'étant donc pas créationnistes. Pour information, les États-Unis sont un peu plus hauts. C'est le pays qui a produit le plus grand nombre de prix Nobel et qui a gagné le plus grand nombre de Jeux Olympiques. Eux, ils sont à 40% de créationnistes. Comme quoi, le monde est surprenant. Et vous avez ici, en bas à droite, le QR code. Et parce que je vais vous présenter un certain nombre d'informations, et il y aura des liens dans le PowerPoint en QR code, mais pas la peine de les prendre en photo. À la fin de cette présentation, il y aura un QR code, vous pourrez le flasher, et vous pourrez télécharger tout le PowerPoint avec toutes les citations, tous les QR codes, etc. Vous en ferez ce que vous voulez, c'est gratuit. Mais en gros, en France, il y a donc, a priori, autour de 90% des personnes qui croient qu'il y aurait donc eu un Big Bang il y a 13,8 à peu près milliards d'années, et puis la Terre se serait formée il y a 4,5 milliards d'années, et puis la vie serait apparue dans une soupe primitive il y a 3,8 milliards d'années, et puis les hommes, eux, seraient apparus il y a peut-être 200 000 ans. Voilà. Ça, c'est la pensée évolutionniste qui est donc très fortement majoritaire en France. Et donc, comment ça va se passer? Je vais vous faire un petit exposé de 30-45 minutes, et on va voir tous ces points. Et puis, après, il y aura un temps de questions-réponses, et je ferai de mon mieux pour répondre à toutes les questions que vous voudrez bien me poser. Moi, j'ai fait des études scientifiques, ça me passionne, pour aboutir à un diplôme d'ingénieur en télécommunications. Donc j'ai une certaine habitude des équations et des sujets scientifiques. Et ce sujet des origines me passionne depuis une trentaine d'années maintenant. Donc pour ce qui est de l'exposé, on va voir ces petits points-là. Donc un tout petit rappel sur la méthode scientifique. Qu'est-ce que c'est que la méthode scientifique? Ensuite, j'expliquerai plus précisément ce que je veux dire par Dieu ou le hasard. Et ensuite, on regardera le vrai sujet de ce soir, l'origine du réglage fin de l'univers. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous apprendrez ce que c'est. L'origine de la vie et l'origine de la diversité de la vie. Et on verra à chaque fois des citations de scientifiques, parce que c'est le sujet de ce soir. Moi, je ne suis pas chercheur dans ces domaines, donc je vous ferai des citations de grands scientifiques, beaucoup de prix Nobel et autres, et on va voir ce qu'ils disent. Vous êtes prêts? C'est bon? Allez, c'est parti. Alors, la méthode scientifique, on pourrait la résumer en une phrase en disant qu'un scientifique, c'est quelqu'un qui croit ce qu'il voit. Donc, la base, ce sont les observations, essentiellement.
Donc, on croit que la gravité existe parce que si on prend un objet, il tombe par terre et on le voit tomber. Donc, on croit que l'objet est attiré vers la Terre. Voilà. Donc, un scientifique, ça croit ce qu'il voit. Et donc, je parlais d'une révolution scientifique tout à l'heure, mis au point, beaucoup de scientifiques, croyants d'ailleurs, ont mis au point une méthode scientifique. Donc, on part d'une théorie. En réalité, au début, on part d'une hypothèse, une idée. On observe quelque chose. On voit quelque chose tomber, la fameuse pomme de Newton que tout le monde connaît, et on est une hypothèse, c'est que finalement la pomme est attirée par la Terre. Et donc on va faire une prédiction. On va faire une prédiction que si on prend une banane, elle va aussi être attirée vers la Terre. Donc cette prédiction, on va construire une expérience pour la vérifier. On va prendre une banane, on va la lâcher et on va voir si elle tombe. Elle tombe, donc on a fait l'expérience et l'observation c'est qu'elle tombe. Donc est-ce que c'est en accord avec notre prédiction et avec la théorie ? Oui, c'est en accord. Donc, notre hypothèse est renforcée. D'accord ? Et on va comme ça faire plusieurs cycles. Et on va faire une prédiction, on va faire une expérience pour vérifier si c'est vrai, on observe le résultat. Si ça va dans le sens de la théorie est renforcée, sinon la théorie est amoindrie. OK ? C'est assez simple. Dieu et le hasard. Qu'est-ce que j'entends par Dieu et le hasard ? Dieu, moi, là, je parle du Dieu de la Bible. Donc celui dont on a parlé au début, la vision biblique. C'est Dieu qui est éternel, qui aurait créé l'univers par miracle, qui aurait créé la vie par miracle, et qui aurait même créé les différentes formes de vie séparément. C'est la conclusion à laquelle on aboutit quand on a une lecture toute simple des premiers chapitres de la Genèse. Donc ça, c'est l'hypothèse Dieu. Et puis, on a l'hypothèse le hasard. On pourrait le résumer en disant les seules forces naturelles. Et qu'est-ce que ça recouvre ? Pour l'origine de l'univers, ce serait un Big Bang, comme ça qu'on l'a appelé, sans intelligence créatrice. Ça s'est fait comme ça, on ne sait pas vraiment comment, mais il y a eu un Big Bang. La vie serait apparue, donc, comme je le disais, par hasard, dans une sorte de soupe primitive. Et puis, il y aurait eu la diversification de la vie par, on va dire, hasard plus sélection naturelle, la fameuse évolution darwinienne. Donc, on a deux hypothèses là qui s'affrontent. Et donc, on va voir ce que disent les scientifiques. Alors, l'origine du réglage fin de l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, pour qu'il y ait un réglage fin de l'univers, il faut qu'il y ait un univers. On est d'accord. Donc, la question va être, qu'est-ce que c'est que ce réglage fin et d'où est-ce qu'il pourrait venir ? Que disent les scientifiques ? Donc déjà, on va prendre comme premier scientifique un Français. Je me suis dit, c'était quand même le minimum. Donc lui, vous le connaissez peut-être pas, il s'appelle Jean Audouze, c'est un astrophysicien français qui a été directeur de recherche émérite au CNRS. Donc pas mal, c'est du sérieux. Il nous dit, la question « qu'y avait-il avant le Big Bang ?» n'a pas de sens en physique et relève aujourd'hui de la métaphysique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous connaissez un petit peu la théorie du Big Bang, l'univers serait apparu, et quand on dit l'univers serait apparu en même temps le temps, l'espace et l'énergie et la matière. Donc si le temps est apparu au moment du Big Bang, c'est vrai que c'est difficile de se demander ce qu'il y avait avant le temps, avant qu'il existe. C'est une question bizarre, mais voilà. C'est pour ça que ce brave astrophysicien nous dit, en fait, la physique n'en sait rien. C'est peut-être un premier choc pour vous, mais la science ne peut rien dire sur, en réalité, l'origine du Big Bang. Alors, je vais préciser ça. Vous avez ici une petite représentation de ce qu'on appelle le modèle cosmologique standard du Big Bang, avec ici le petit Big Bang mystérieux, une phase d'expansion qui commence par une expansion gigantesque qui a été appelée l'inflation, c'est ça la théorie, et puis après une expansion un peu moins rapide. Donc ce qu'on se dit, c'est que ici, le Big Bang, la science ne peut pas nous dire d'où ça vient. Ça n'a peut-être même pas de sens dans le cadre de la physique. D'accord ? Mais c'est un peu pire que ça,
Parce qu'en fait, on n'a même pas de théorie. On n'a même pas de théorie pour dire ce qui se passe avant ce qu'on appelle le temps de Planck, le mur de Planck. En fait, vous savez peut-être ou sûrement qu'il y a deux grandes théories. La théorie de la relativité générale, qui sert à décrire les mouvements des planètes et même les pommes et les bananes qui tombent. Et puis, au niveau beaucoup plus fin, beaucoup plus petit, on a la mécanique quantique. Et il se trouve qu'on ne sait pas allier les deux. Et qu'au moment du démarrage, en fait, on n'a pas de théorie, on n'a pas d'équation sur ce qui se passe vraiment tout au début, juste après le Big Bang et pendant un temps très court. On n'a pas d'équation, on n'a pas de modèle. D'accord ? Mais c'est pire que ça. Parce qu'en fait, vous vous rappelez qu'un scientifique, ça croit ce que ça voit. Donc, on fait des expériences. Et le problème, c'est que dans nos accélérateurs de particules, on arrive à accélérer des particules et on arrive à donner à une particule, par exemple un électron, et bien finalement l'énergie d'un moustique en vol. Un moustique, c'est des milliards de particules. Donc on arrive à concentrer en accélérant nos particules, à donner à cette particule finalement l'énergie de milliards de particules. D'accord ? Donc c'est déjà une prouesse extraordinaire. Mais ça correspond dans la théorie à un certain niveau de l'expansion de l'univers. Parce qu'au départ, la théorie, c'est que le Big Bang, c'était très dense, très chaud, très énergique. Et puis ça s'est refroidi. Et maintenant, il est beaucoup moins énergique. Et donc, au CERN, par exemple, on peut faire des expériences jusqu'à là. Avant, on ne peut faire aucune expérience. Et si vous avez fait un peu d'études scientifiques, vous savez que les lois qu'on observe et qu'on décrit, elles ont des limites d'application. Au-delà d'une certaine limite, on ne sait pas si ça marche vraiment. D'accord ? On peut le savoir si on peut faire des expériences. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas faire d'expérience, on n'a aucun moyen de faire une expérience dans ces niveaux d'énergie-là. Donc je résume. Le Big Bang, on ne sait pas d'où il vient. On n'a pas de théorie sur les tout premiers instants. On n'a pas d'équation qui nous permettrait de décrire d'un point de vue théorique. Et on ne peut pas faire d'expérience non plus parce qu'on n'a pas d'accélérateur particules suffisamment puissant. OK ? Donc si un scientifique croit ce qu'il voit, il ne pourra rien voir. Donc finalement, il ne sait pas ce qu'il croit. Et donc, notre ami Jean Audouze, il dit, ça n'a peut-être même pas de sens, je ne sais pas. D'accord ? Donc ça, peut-être que c'est un premier choc pour vous, mais c'est le premier point hyper important à comprendre. En réalité, d'un point de vue scientifique et au niveau des observations, on ne sait pas d'où vient l'univers. D'accord ? Et on fait parfois, il y en a qui font des conjectures totalement hypothétiques, les multivers, les théories des cordes et tout ce que vous voulez, qui est totalement hypothétique. C'est de la pure imagination. Mais c'est pire que ça. En fait, vous avez à l'écran un certain nombre, deux équations et puis des constantes universelles. Alors la première équation, c'est l'équation principale de la théorie de la relativité générale. Et vous observez qu'il y a des chiffres. Par exemple, il y a un 8 ici. Pourquoi ce n'est pas un 7 ? Vous le savez, non ? En fait, personne ne sait pourquoi ce n'est pas un 7. C'est un 8, c'est ce qu'on observe. On observe que c'est un 8. Vous avez ici l'équation de Navier-Stokes d'écoulement des fluides. Et puis, vous avez des valeurs de constante universelle. Vous avez la constante de Planck, la vitesse de la lumière. Pourquoi ce n'est pas plus ? Pourquoi ce n'est pas moins ? Scientifiquement, on n'en sait rien. En fait, on constate, on fait des mesures, et on voit que c'est ça. Mais on ne sait pas d'où viennent ni les lois, ni les valeurs des constantes. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un certain Stephen Hawking. Vous connaissez peut-être le scientifique le plus connu, c'est celui qui était en fauteuil roulant. Et il est resté athée, finalement, jusqu'à la fin de sa vie. Je le sais parce que j'ai lu son dernier livre, qui est celui-là, qui est sorti en 2018, au moment de sa mort. Alors, qu'est-ce qu'il y dit ? Il dit « Mon travail ne prouve ni n'affirme l'existence de Dieu ». Bien sûr, vous pouvez dire que ces lois, les fameuses lois dont on a vu les équations, sont l'œuvre de Dieu.
ces lois peuvent ou non avoir été décrétées par Dieu. En fait, il n'en sait rien, et la science est incapable de dire d'où viennent les lois de l'univers. Elles viennent bien de quelque part. Mais la science, elle ne peut pas nous dire d'où elles viennent. J'ai demandé à ChatGPT aussi. Alors, ChatGPT, c'est la seule fois que je le ferai ce soir, mais ChatGPT, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est en gros une espèce d'interface qui est capable de répondre à des questions, et ces éléments de réponse, ces connaissances, elles sont tirées essentiellement de Wikipédia, qui lui-même est essentiellement tiré de la culture dominante, de la pensée, etc., dominante. Et maintenant, avec les nouvelles versions, ça peut aussi accéder à Internet, donc moi je me sers de ChatGPT sans arrêt. Mais que nous dit ChatGPT ? Pour l'instant, nous ne savons pas d'où viennent les lois de l'univers, ni même si cette question a un sens dans le cadre de la physique actuelle. C'est un domaine où la physique, la philosophie et même les mathématiques se rejoignent. Peut-être qu'un jour, une nouvelle théorie unifiant toutes les forces fondamentales apportera une réponse plus satisfaisante. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne sait pas d'où viennent les lois de l'univers. Donc ça, ok. Vous avez ici un prix Nobel de physique, Carlo Rubbia, qui a été directeur du CERN. Que nous dit-il ? Parler de l'origine du monde nous amène inévitablement à penser à la création et, en regardant la nature, nous découvrons qu'il y a un ordre trop précis qui ne peut pas être le résultat d'un hasard, d'affrontements entre forces, comme nous les physiciens continuons à le soutenir. Cependant, je crois que l'existence d'un ordre préétabli dans les choses est plus évidente chez nous, donc chez les physiciens, que chez les autres. Nous venons à Dieu par le chemin de la raison. Ça, prix Nobel de physique 1984. Mais ça, c'était l'introduction. Parce qu'en réalité, l'origine dont on m'a parlé, c'est le réglage fin de l'univers. Il se trouve que tout le monde s'accorde, les évolutionnistes, les créationnistes, on s'accorde pour dire qu'il y a un réglage de tout un tas de paramètres, une trentaine de paramètres, notamment les constantes, les fameuses constantes dont j'ai parlé. Quand on parle de réglage, c'est qu'elles ont une valeur extrêmement fine, et ces valeurs permettent la vie sur Terre. Si ces valeurs étaient différentes, il ne pourrait pas y avoir de vie sur Terre. Par exemple, si certaines constantes étaient différentes, l'atome de carbone ne pourrait pas exister. Et donc, vous savez que la vie, la chimie du vivant est basée sur l'atome de carbone, en grande partie. Donc, il y a comme ça un réglage fin qui surprend tout le monde. Que nous dit Stephen Hawking, peut-être le scientifique, enfin, le temps va passer, mais peut-être le scientifique le plus connu au monde, qui est, lui, athée, mais qu'est-ce qu'il dit ? Les lois de la physique, nous le savons aujourd'hui, contiennent beaucoup de nombres fondamentaux, comme la charge de l'électron et le rapport des masses du proton et de l'électron. Le fait remarquable est que la valeur de ces nombres semble avoir été finement ajustée pour rendre possible le développement de la vie. Alors ça, c'était un scientifique athée, mais qui reconnaît ça. Passons à ce monsieur, William Phillips, prix Nobel de physique 1997. Que nous dit-il ? Pourquoi l'univers est-il si incroyablement adapté à l'émergence de la vie ? Et plus encore, pourquoi est-il si minutieusement adapté à notre existence à nous ? Cela constitue-t-il une preuve scientifique légitime pour prouver l'existence d'un créateur intelligent ? Cela se pourrait. Reste que cette preuve n'est pas partagée universellement. OK ? Allez, un dernier pour la route. Robert Jastrow, directeur de la NASA. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Qui ou quoi a mis la matière et l'énergie dans l'univers ? Pour le scientifique qui a vécu en fondant sa foi sur le pouvoir de la raison, l'histoire se termine comme un mauvais rêve. Il a gravi les montagnes de l'ignorance, il est sur le point de conquérir le plus haut sommet. Alors qu'il se hisse sur le rocher final, il est accueilli par une poignée de théologiens qui sont assis là depuis des siècles.
puisque dans la Bible, il est dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Étonnant, n'est-ce pas, hein? Alors, origine du réglage fin de l'univers. Dieu ou le hasard? Vous avez entendu un certain nombre de scientifiques, des prix Nobel, qui pointent vers Dieu. Mais ça, ensuite, chacun tire ses propres conclusions. Allez, l'origine de la vie. Alors, le constat qu'on n'avait pas du tout fait au temps de Darwin, c'est que tout ce qui est vivant, la moindre bactérie, la plus simple, entre guillemets, du monde, est d'une complexité qui est inouïe. Vous avez ici un QR code, je vous invite vraiment à aller voir, puisque maintenant qu'on a des télescopes, pas des télescopes, des microscopes électroniques très puissants, on arrive à voir ce qui se passe dans les cellules, dans les bactéries, donc dans le monde vivant. Et c'est à tomber par terre. C'est d'une complexité, et juste pour essayer d'illustrer tout ce que l'homme a fait, les fusées spatiales, les sous-marins nucléaires, tout ce que vous pouvez imaginer de plus compliqué, par rapport à la moindre bactérie, c'est comme si on avait un enfant de 3 ans qui joue au Lego et que vous comparez ça justement à une fusée spatiale. Le monde du vivant est d'une complexité inouïe, et non seulement ça, mais il a la capacité de se reproduire identique à lui-même, de façon autonome. C'est un prodige qui a laissé des générations de biologistes sur les fesses. Pardonnez-moi l'expression. Et donc la question se pose, d'où ça vient? Prenons juste une petite partie. Ça vous rappellera sûrement vos cours de biologie. Il n'y aura pas d'interrogation à la fin de l'heure, ne vous inquiétez pas. Mais c'est la création des protéines. Les protéines, ça constitue à peu près la moitié de la matière sèche de nos corps. Et comment ça marche? On a l'information génétique qui est stockée dans l'ADN. Vous vous rappelez ça? Pardon, hop. Stocké dans l'ADN. C'est transcrit en ARN. Voilà, ça ressemble un peu, c'est une succession de nucléotides. Ça arrive dans une espèce d'usine qui s'appelle le ribosome. Qu'est-ce que fait le ribosome? Il prend les acides aminés qui sont autour et il a un code, une sorte de matrice, de tableau de correspondance qui dit 3 par 3, les nucléotides, si ça fait AAA, ce sera tel acide aminé. Si ça fait ATC, ce sera tel autre acide aminé, etc. Et il empile comme ça les acides aminés. Et à la fin, il y a encore d'autres étapes, mais ça c'est une simplification. Et à la fin, on a une protéine, qui est quelque chose de très compliqué. Donc, est-ce qu'on peut, que disent les scientifiques, que dit la science? Qu'est-ce qu'on a pu observer comme apparition naturelle dans tout ça? Parce que l'idée des évolutionnistes, on va dire, c'est que ces choses-là se sont faites toutes seules, et selon des lois simplement de la physique et de la chimie. Alors, qu'est-ce qu'on a vu apparaître? La seule chose qu'on a vu apparaître, c'est des acides aminés dans la fameuse expérience de Miller, dont vous vous rappelez peut-être dans vos cours, dans les débuts des années 1950, où il a mis des éclairs, il a mis des constituants, il a secoué, et puis à la fin, il y a eu des acides aminés. C'est bien, mais les acides aminés, ce sont des molécules assez simples, avec des guillemets toujours, d'une vingtaine d'atomes. Et tout ce qu'on a vu avant, c'est des milliers et des milliers d'atomes, et des millions, qui sont agencés de façon extrêmement précise, extrêmement coordonnée, ordonnée, etc. Et ça, on ne l'a jamais vu voir apparaître tout seul. Donc si je respecte mon principe un scientifique croit ce qu'il voit, il aura du mal à croire que la vie est apparue toute seule. Parce que bien sûr, personne n'a jamais vu la vie apparaître toute seule. On est même incapable de reconstituer la vie en laboratoire, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et donc la question se pose, d'où ça vient? C'est hasard ou c'est créateur? Alors, pour répondre à ce problème, les scientifiques ont réfléchi, parce qu'on aime bien réfléchir tous. Ils ont au début commencé par dire, peut-être que c'est
je vais revenir ici, l'ADN qui est apparu en premier dans la soupe primitive. Ils ont abandonné cette idée pour tout un tas de raisons. Ils se sont dit peut-être que c'est les protéines qui sont apparues en premier. Ils ont abandonné aussi cette hypothèse. Ce qu'il aurait resté, c'est la molécule d'ARN, elle est intéressante parce que d'une part, elle contient l'information génétique, mais elle peut aussi avoir des actions autres, des actions enzymatiques comme une protéine. Et donc, ils ont imaginé que peut-être qu'il y a eu finalement un phénomène d'apparition donc de l'ARN tout seul, et puis après, il s'est répliqué avec une capacité de se répliquer tout seul, et puis il y aurait eu donc des petits changements, des petites évolutions, etc. Puis petit à petit, tout ça se serait un petit peu construit au fur et à mesure. Bon, pourquoi pas. Mais je vous avais ici deux articles que vous pourrez consulter. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc ça, c'est un article qui essaye, ici en 2018, de faire la synthèse d'où on en est de cette hypothèse du monde à ARN. Qu'est-ce qu'on a pu voir? Voilà un petit peu une conclusion, ou la conclusion de l'article. L'hypothèse du monde à ARN pour l'origine de la vie a donc besoin de preuves expérimentales supplémentaires pour surmonter ces difficultés qui sont décrites dans l'article et découvrir une voie abiotique convaincante vers des molécules d'ARN autoréplicantes. En résumé, ça veut dire qu'on ne voit pas trop comment ça aurait pu se faire tout seul. On n'a pas la réponse. Mais malgré tout, sans savoir d'où ça vient, si on prend des molécules d'ARN qui existent, on essaie de les mettre dans des conditions très très particulières et on voit qu'il peut y avoir un petit peu de réplication comme ça. Mais le problème, c'est le deuxième article que je vous cite ici, mais il y en a plein d'autres. Il serait cependant beaucoup plus puissant d'avoir un système dans lequel une nouvelle fonction émerge au cours de l'amplification sélective. C'est ça leur processus d'autoréplication, etc. L'évolution auto-entretenue de l'ARN, avec des opportunités ouvertes pour découvrir de nouvelles fonctions, ne s'est probablement pas produite sur Terre depuis l'époque du monde à ARN. Ça veut dire que même en prenant des molécules d'ARN, dont on ne sait pas d'où elles viennent, mais en les agitant dans un bocal et en faisant tout ce qu'on veut, enfin, des choses qui sont en réalité pas du tout en accord avec ce que pourrait être une fameuse soupe primitive. Mais bon, bref, en faisant tout un tas de choses, malgré ça, on ne voit rien apparaître de nouveau. Donc, je ne sais pas si vous voyez le résumé, mais en résumé, l'hypothèse qu'on a maintenant, qui est, à ma connaissance, la dernière qui est la plus partagée, voilà, la plus envisagée, on ne sait pas d'où vient l'ARN et on ne sait pas comment il y a des nouvelles choses qui seraient apparues. OK? Donc ça, c'est des articles. On en arrive ici à une citation d'un certain James Tour, dont si vous souhaitez, je pourrais vous parler de lui pendant le temps de questions-réponses. C'est quelqu'un de fascinant. Il dit « Nous sommes ignorants sur l'origine de la vie ». C'est un peu un résumé de ce que je vous ai dit avant. Donc lui, il a été élu scientifique de l'année 2013, notamment par le magazine R&D. Je pourrais vous parler de lui si ça vous intéresse. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas le seul qui le dit. Allez, des prix Nobel. Alfred Kessler, prix Nobel de physique 1976. Il n'y a aucun espoir d'expliquer l'avènement de la vie et son évolution par le jeu des seules forces du hasard. D'autres forces sont à l'œuvre. Francis Crick, prix Nobel de médecine 1981. Enfin, il disait en 1981, un honnête homme armé de tout le savoir à notre portée, aujourd'hui, se devrait d'affirmer que l'origine de la vie paraît actuellement tenir du miracle. Cet homme était athée. Et dans ses écrits, il essaie de soutenir que malgré tout, c'est quand même arrivé sans Dieu. Mais son constat, c'est quand même de dire, c'est quand même fort. On ne sait pas trop d'où ça vient. Allez, Werner Harber, prix Nobel de médecine, il disait en 1992, la vie la plus primitive peut exiger plusieurs centaines de macromolécules biologiques différentes. Comment de telles structures ont-elles pu s'assembler? Cela reste pour moi un mystère. La possibilité de l'existence d'un créateur, de Dieu, représente pour moi une solution satisfaisante à ce problème. On continue. 2005. Alors lui, il est professeur de physique théorique à l'université de Berkeley. La question de l'origine de la vie est insoluble en tant que problème scientifique. Le problème de l'origine de la vie, que la science est incapable de résoudre, est d'expliquer comment l'information
a commencé à gouverner les réactions chimiques par le biais d'un code. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le code génétique. Comment ça aurait pu se passer tout seul, cette affaire-là? Et je termine par à nouveau la citation de James Tour. Nous sommes ignorants sur l'origine de la vie. Donc, c'est peut-être pour vous la deuxième surprise. Déjà, on ne sait pas d'où vient l'univers, on ne sait pas d'où viennent les lois, on ne sait pas d'où viennent les constantes, on ne sait pas d'où vient le réglage fin de l'univers. Mais en fait, en réalité, la science non plus ne peut pas nous dire d'où vient la vie. Étonnant, n'est-ce pas? On continue. Donc pour vous, l'origine de la vie, c'est Dieu ou le hasard? Vous avez des prix Nobel de physique qui vous disent c'est bizarre, mais ça pencherait peut-être pour Dieu. Allez, on continue. L'origine de la diversité de la vie. Là, on parle de la théorie de Darwin. Alors là, autant sur les deux précédents, les gens ne connaissent pas forcément. Mais sur celle-là, la théorie de l'évolution de Darwin, alors là, tout le monde en a entendu parler. Et on en entend parler au biberon, en maternelle, au primaire, au collège, au lycée, à l'université, en école d'ingénieur, où vous voulez. Et donc, c'est quelque chose qui est partagé par absolument tout le monde. Et c'est présenté dans les médias de partout comme une évidence que, bien sûr, personne n'a jamais remise en cause, bien entendu. Ça, c'est ce que croient beaucoup de gens. C'est peut-être d'ailleurs ce que vous croyez. Moi, c'est ce que je croyais. Parce que c'est ce qu'on m'avait appris. Et puis, j'ai cherché. Allons-y. Première chose à dire, on a un certain nombre d'observations qui font pencher vers la théorie de l'évolution. Et qui nous disent, on a eu notre cycle hypothèse, hypothèse, prédiction, expérience, observation, hypothèse, expérience, on l'a fait ça plein de fois. Et au bout d'un moment, qu'on a fait ce cycle beaucoup de fois, on appelle ça une théorie. Quand on dit une théorie en science, c'est qu'elle a fait déjà beaucoup de cycles, hypothèses, etc., confirmées par l'expérience, d'accord ? Donc, quand on dit en science une théorie, c'est quand même quelque chose qui est assez solide, parce qu'on a quand même beaucoup d'observations. J'en liste ici quelques-unes. Déjà, il y a le même fonctionnement biologique. ADN, ARN, protéines, ce que je vous montrais, ça, c'est commun à tout le vivant. Donc, de penser que ça s'est diffusé comme ça par évolution, c'est pas bête. Il y a des structures qui se ressemblent. Les membres supérieurs des vertébrés, il y a plein de ressemblances entre les êtres vivants. Il y a aussi des mécanismes qu'on observe. La sélection naturelle, on l'observe. Les mutations, on les observe. Les transferts de gènes, tout ça, ça s'observe. C'est vrai, donc on peut le voir. Le registre fossile aussi. Il y a 99% des fossiles qu'on a déterrés qui sont d'espèces inconnues, qui ne vivent plus actuellement. Alors, premier petit bémol, en fait, c'est des espèces qui ne vivent plus maintenant, mais qui beaucoup ressemblent à des espèces qui vivent maintenant. Par exemple, connaissez-vous le record du monde de la taille de l'huître qu'on a retrouvé en fossile ? On a retrouvé des fossiles d'huîtres de plus d'1 mètre. Donc pour votre soirée, vous en avez une, et ça donne à manger à tout le monde. Mais ça reste une huître, d'accord ? Donc c'est juste qu'elle est très grosse. Bon. Il y a des espèces qu'on ne voit plus du tout. On ne voit plus de tyrannosaures. Et on en est finalement bien content, je pense. Voilà. Dernière observation que je cite ici, il y en aurait d'autres, c'est que on se rappelle qu'il y a des strates différentes dans la Terre, d'accord ? Quand on creuse, il y a des strates différentes. C'est pas exactement pareil la Terre quand on creuse. Et on s'aperçoit que les fossiles ne sont pas complètement mélangés. C'est-à-dire que ceux qui sont dans les strates tout en bas, c'est pas exactement les mêmes que ceux qui sont au-dessus, etc. Donc ça, c'est une observation qui va bien quand même dans le sens de la théorie de l'évolution. Hein, on est d'accord. Donc quand on voit ça, on se dit, c'est pas mal quand même. Et finalement, la plupart des gens s'arrêtent là. Et c'est ce qu'on apprend à l'école, et c'est ce que j'ai appris, etc. Mais on est ici, on n'est pas ici pour rien. D'accord ? On va écouter ce que disent les scientifiques aussi. Alors c'est parti. Vous avez ici Stephen Jay Gould. Qui le connaît, Stephen Jay Gould ?
1, 2, 3, OK. Voilà. Donc, lui, c'est un scientifique tout à fait connu. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu la recherche scientifique, mais on classe les chercheurs avec quelque chose qu'on appelle le H-index, ou index H, qui est en gros une mesure de la diffusion de la pensée de ces chercheurs. Donc, combien d'articles ils ont écrits et combien de fois ils ont été repris par d'autres chercheurs. D'accord ? Donc, plus on a un H-index élevé, plus on est repris, donc plus on est reconnu dans le monde scientifique. D'accord ? Lui, Stephen Jay Gould, il a un H-index de mémoire de 112, ce qui est très élevé. Il est mondialement connu. Et c'est quelqu'un qui, si vous alliez à la FNAC pour chercher des bouquins sur l'évolution, vous en trouverez beaucoup écrits par lui. Il était paléontologue, professeur de géologie à Harvard, aux États-Unis. Et lui, il nous parle d'un premier problème majeur avec la théorie de l'évolution. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Stephen Jay Gould. Il dit qu'il y a une extrême rareté des formes transitionnelles dans les archives fossiles. Qu'est-ce que ça veut dire ? La théorie, c'est ça. On a ici la vie qui apparaît, et puis l'évolution, il y a des branches comme ça, et puis les nouvelles formes de vie apparaissent. Ça, c'est la théorie de Darwin, dans son livre, 1859, l'origine des espèces. Mais le problème, c'est que quand on cherche vraiment les fossiles, c'est ça qu'on trouve. C'est-à-dire, les espèces apparaissent à un moment donné dans une strate, elles sont inchangées dans la suite, et éventuellement, elles disparaissent. Et il y en a des nouvelles qui apparaissent. Mais c'est qu'on n'a pas de forme transitionnelle entre ces fossiles. Les fameux chaînons manquants, vous avez peut-être entendu ce terme. Est-ce qu'on a appris ça à l'école ? Moi, on ne m'a pas appris ça. Moi, on m'a appris ça. Bon, moi, je l'ai cru parce qu'on me l'a appris. Mais lui, il dit que ce n'est pas ça. Alors, si vous ne me croyez pas, j'ai ici son livre, à Stephen Jay Gould, et je l'ai même acheté en 3 exemplaires. Parce que comme ça, si tout le monde retire le livre, moi, j'en ai quand même 3. Parce que ce Stephen Jay Gould, est-ce qu'il était un peu plus honnête que les autres ? Mais il écrit dans son livre, en fait, tous les paléontologues savent que les fossiles qu'on trouve, c'est pas ça, mais ça. Mais personne ne le dit parce que tout le monde le sait. C'est ce que Stephen Jay Gould, qui est un athée évolutionniste, dit. Et il ne dit pas que ça. Il dit que finalement, les livres d'école, eh bien, ils se concentrent sur quelques exemples qui ont l'air de correspondre à ce petit schéma. Alors, si vous connaissez un petit peu, il y a l'apparition des baleines, il y a les squelettes différents fossiles de chevaux, etc. Et vous verrez, si vous ne croyez pas, vous le lirez vous-même dans le livre, il dit, ce Stephen Jay Gould, que tous ces exemples se sont avérés faux. Donc, tous les exemples qu'on vous a montrés dans les livres, lui, il dit que c'est faux. D'accord ? Mais ce n'est pas que lui. En fait, il y a un deuxième gros problème. C'est que l'évolution, en théorie, c'est des mutations et de la sélection. OK ? Et ça produit donc des gènes, notamment, c'est les gènes qui bougent, vous vous rappelez ? C'est les gènes qui se modifient, etc. Au bout d'un moment, on a pu séquencer les gènes, donc lire les gènes, d'accord, dans l'ADN. On a pu lire tout ça. Et on a essayé de faire des arbres. C'est-à-dire, on faisait des arbres avec les fossiles, manifestement ça ne marche pas. On a essayé de faire des arbres avec les gènes, en disant, on va prendre par exemple un gène qui est dans le chimpanzé, le gorille et l'homme, et on va voir s'ils sont différents, mais on sait qu'ils sont un petit peu liés, et puis on va faire un arbre. On va dire, tiens, celui-là, il est plus proche du chimpanzé, enfin, la différence entre le chimpanzé et l'homme sur ce gène, elle est plus faible. Donc, l'homme descend du chimpanzé, ou en tout cas est plus lié avec le chimpanzé. D'accord ? Et on fait comme ça des liaisons. Et le problème, c'est que vous prenez différents gènes, vous n'avez pas les mêmes liaisons. C'est-à-dire qu'un coup, l'homme, il est plus proche du gorille, l'autre coup, il est plus proche du chimpanzé,
Et puis l'autre coup, il est plus proche de la tomate. J'exagère un peu, mais il y a des gènes qui sont présents chez l'homme et chez certains végétaux qui ne sont pas présents dans l'ADN d'autres grands singes. Donc ça a abouti à cet article du New Scientist en 2009, Darwin was wrong. Je ne sais pas s'il faut que je traduise, mais je pense que vous avez compris. En gros, Darwin s'est trompé. Et ce n'est pas le seul article. Il y en a ici un autre que vous pouvez consulter. Tout ça, vous pouvez le vérifier. Mais en gros, lui aussi dit que les incohérences topologiques entre les arbres génétiques étaient beaucoup trop importantes. Donc, on est embêté, parce que quand on essaie de faire des arbres, avec les fossiles, ça ne marche pas vraiment. On peut essayer, on peut toujours faire des traits entre des fossiles. Le problème, c'est qu'on n'a pas les intermédiaires. Et avec les gènes, ça ne marche pas non plus. Vous pourrez voir ici d'autres éléments. Aucun mécanisme connu d'apparition de la complexité. Parce que normalement, l'évolution, il y a des choses complexes qui apparaissent au fur et à mesure. Un scientifique croit ce qu'il voit. Est-ce qu'on a déjà vu apparaître quelque chose de complexe? Non. Donc vous aurez des liens vers des scientifiques qui expliquent la situation. Mais c'est pas tout, parce qu'on se dit, mais attendez, si c'est pas si évident, et il y a peut-être eu des gens qui se sont opposés à la théorie finalement, parce que ça n'a pas l'air si limpide que ça. Alors, vous avez ici un lien vers la page Wikipédia qui parle des oppositions à la théorie de l'évolution. Vous avez ici une liste de scientifiques, certains mondialement connus, qui ont fait part de leur opposition à cette théorie. Vous pourrez vérifier par vous-même. Je vous en cite une de ce monsieur, William Thomson. Lui, pour le centenaire de la parution du livre de Darwin, L'origine des espèces, en 1859, donc là, on est en 1959, c'est bien. Voilà. Et il se trouve que ce monsieur, il était responsable du laboratoire de contrôle biologique du Commonwealth. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'était un scientifique au top niveau mondial. Et on lui a dit, vous êtes un scientifique au top niveau mondial, est-ce que vous accepteriez de faire la préface de l'édition du centenaire du livre de l'évolution des espèces de Darwin? Notre monsieur Thomson nous dit, oui, d'accord, mais vous allez être surpris. Les gars lui disent, les éditeurs, allez-y, vous êtes un scientifique de renommée mondiale. Qu'est-ce qu'il nous dit? 1959. Je ne suis pas convaincu que Darwin ait prouvé sa thèse, ni que son influence sur la pensée scientifique et celle du public en général ait été bénéfique. Si ce n'est pas de l'opposition, je ne sais pas ce que c'est. 2009, Eugène Konin, membre de l'Académie des sciences américaines. L'édifice de la synthèse moderne de la théorie de l'évolution s'est effondré, apparemment de façon irréparable. En fait, il y a plein d'observations qu'on a fait qui ne correspondent pas avec la théorie. Et donc, lui dit, désolé, mais il y a des problèmes. Des oppositions individuelles, il y en a eu plein. Là, je vous en cite une. Arthur de Mongeau, qui est un biologiste, il a écrit en 2019 « Le darwinisme tient-il debout ?», où il reprend tout un tas d'observations qui ne vont pas avec la théorie. Vous avez un lien, vous pouvez le retrouver. Mais il n'y a pas eu des oppositions individuelles de ci, de là. Il y a eu des oppositions organisées. Vous avez ici une liste de plusieurs. En 1966, il y a des mathématiciens qui ont pu faire des calculs en termes de probabilité sur la génétique en disant « mais ça ne tient pas debout ». En 1989, la création du mouvement Intelligent Design. Vous pouvez vous renseigner sur ce que c'est si vous ne savez pas. En 2008, remise en cause du néo-darwinisme par un groupe de 16 évolutionnistes à Altenberg. Je ne sais pas où c'est. Vous avez ici un article de la revue réformée, L'évolution, une théorie invalidée par les faits. C'est caché derrière, mais c'est invalidé par les faits. En 2016, une troisième voie de la théorie de l'évolution parce que finalement, ça ne tient pas la route. Et puis, en 2022, ici, je la cite, une pétition où il y a plus de 1000 docteurs en sciences qui, en gros, remettent en cause la théorie de l'évolution en disant « mais j'ai des doutes, il faudrait creuser un peu plus ». Alors, il y a malgré tout beaucoup plus de gens qui diraient que c'est vrai, mais
il y a beaucoup de gens qui ont dit aussi, mais ça pose vraiment des problèmes. Allez, les citations les plus fortes que j'ai trouvées. Un embryologiste, écoutez bien, restez assis. Je crois qu'un jour, le mythe darwinien sera classé comme la plus grande tromperie de l'histoire des sciences. Ça, c'est un professeur d'embryologie qui nous dit ça. Vous aurez la référence, vous pourrez vérifier. Une Française, une embryologiste française, la théorie synthétique de l'évolution est à l'état de cadavre. Alors j'ai acheté le livre pour vérifier, mais c'est bien ce qui est marqué. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Parce qu'en fait, les embryologistes se sont rendus compte d'une chose, c'est que le développement de l'embryon jusqu'à sa forme adulte n'est pas guidé par l'ADN. Il y a des expériences qui montrent que ce n'est pas l'ADN qui guide le développement de l'embryon. Ou en tout cas, pas du tout seul. Et donc ils disent, mais comment voulez-vous que l'évolution de la forme des choses, enfin des êtres vivants, vienne des modifications de l'ADN, alors que ce n'est pas l'ADN qui dirige la formation des formes de vie, des organismes. Donc eux, ils sont à fond contre. Mais en gros, en science, vous savez qu'il y a des conflits. Ne croyez pas que les scientifiques soient des purs esprits. Ils se battent pour avoir des financements et c'est pas toujours totalement honnête. Et donc, il y a eu une guerre, en gros, entre les généticiens et les embryologistes, et c'est les généticiens qui ont gagné. Et donc, maintenant, partout, on parle de génétique, et on ne vous a pas beaucoup parlé de développement de l'embryon dans vos cours d'évolution. Allez, encore. Nous sommes ici, en 2021. La biologie moléculaire ne confirme pas les hypothèses de la synthèse moderne de la théorie de l'évolution. Pas moi qui le dis, hein. Allez, une dernière pour la route. Gunther Beckley. Vous connaissez? Vous connaissez pas? C'est toujours d'ailleurs, un paléontologue. Et là, on était au 150e anniversaire de l'écriture du livre de Darwin, L'origine des espèces. Et il était conservateur du musée d'histoire naturelle de Stuttgart, en Allemagne. Et on lui a demandé, est-ce que tu pourrais nous faire une bonne exhibition sur Darwin et l'écriture du livre L'origine des espèces? Il a dit, bien sûr, je vais vous faire ça. Et il a fait une exhibition, et dans cette exhibition, il y avait notamment cette balance que vous voyez là. Et il avait mis d'un côté le livre de Darwin, et ici, des livres créationnistes. Et il avait truqué la balance, hein, mais qui faisait que c'est le poids du livre de Darwin qui l'emportait. D'accord? Parce que lui, il était évolutionniste. Il ne se posait pas de questions là-dessus, c'était évident pour lui. Et puis, à un moment donné, il n'avait rien à faire. Alors, il a pris un livre créationniste. Et il a commencé à lire en se disant, regardons ce livre ridicule, on va rigoler. Il a commencé à lire. Je me suis dit, ah, c'est pas bête ça. Continue à lire. Ah oui, mais c'est vrai ça. Le gars, il a fait demi-tour 180 degrés. Il ne croit plus en ça. Et il s'est, figurez-vous, converti au Seigneur. Il croit maintenant en Jésus-Christ. Il s'est fait rejeter de son musée. Parce qu'on n'a pas le droit de dire que Darwin, ce n'est pas vrai. Donc, c'est juste pour vous donner un exemple et pour essayer de faire comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que, pour tout un tas de raisons que je pourrais vous expliquer si vous le souhaitez pendant les temps de questions-réponses, dans la communauté scientifique en général, c'est interdit de dire que Darwin, ce n'est pas vrai. Si vous le faites, on vous retire vos financements, on vous licencie de votre université, et puis voilà. Pour beaucoup. Il y en a qui arrivent quand même à tenir. Bon, j'ai cité James Tour, mais il y en a d'autres. Mais il y a une espèce voilà, on n'a pas le droit de penser ça. OK? Mais, d'accord, mais nous, qu'est-ce qu'on a vu? Il y a plein de problèmes avec la théorie de l'évolution. Plein de problèmes. Et en gros, si c'était vrai, on devrait avoir plus de choses. On devrait avoir des fossiles de transition, on devrait avoir des mécanismes de création de la complexité, on devrait voir des choses. Et on ne les voit pas.
Donc Dieu ou le hasard sur les différentes formes de vie, je vous laisse juge. Conclusion. Sur la vision évolutionniste. Qu'est-ce qu'on vient de voir que nous ont dit les scientifiques? D'où vient l'univers? Pardon, hop. D'où vient l'univers? Un mystère. D'où vient le réglage fin de l'univers? Mystère. D'où vient la vie, l'apparition de la vie? Bon, il y a la fameuse théorie de la biogénèse, l'apparition de la vie dans la soupe primitive, mais ce que nous disent les scientifiques, c'est qu'apparemment, c'est ni prouvé, ni raisonnable. La diversité du vivant, la théorie de l'évolution. J'ai parlé de 2 problèmes majeurs. On peut parler d'autres problèmes. On n'a pas de transition et puis on manque de mécanismes capables de réellement créer de la complexité. Donc, ma conclusion à moi, c'est qu'il faut beaucoup de foi pour être athée. Il faut beaucoup de foi pour être athée. Ça, c'était la conclusion évolutionniste. Voilà. La conclusion biblique. Je vous la donne. Je vais vous lire un petit verset. Vous lire un petit verset. Dans l'Épître aux Romains. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce que Dieu a créé. Ils, ici ce sont les hommes qui ne croient pas en Dieu, sont donc inexcusables, puisque tout en ayant connaissance de Dieu par ce qu'il a créé, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait. Romains 1, 20 et 21. Et sur ce, je vous remercie de votre attention.